Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 253 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, on va parler et on va se poser la question, faut-il encore un pivot pour défendre en NBA? Alors, j'espère que vous allez bien en ce mois de fin mai, bientôt juin, bientôt les finales. D'ailleurs, on a déjà Boston qui est en finale NBA. De l'autre côté à l'ouest, on est à 3-1 au moment où moi j'enregistre, donc on fera peut-être le point quand la série sera terminée. Mais donc aujourd'hui, sujet un peu théorique, un peu en parallèle de l'actu, quoique vous allez voir que ça va parler indirectement des Dallas Mavericks. Mais aujourd'hui, podcast enregistré avant le début des playoffs, dans lequel on va se poser la question, donc, peut-on ou a-t-on encore besoin d'un pivot pour défendre en NBA? Donc, très simplement, quelques réflexions un peu théoriques sur ce sujet. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler du poste de pivot et de l'évolution des défenses NBA en 2024. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, a-t-on encore besoin d'un pivot pour défendre en NBA? Bon, évidemment, question formulée de manière un peu provocante pour le clickbait et pour donner envie d'écouter. Non, blague à part, pardon. C'est tout de même un peu l'idée et c'est un truc que j'ai en tête depuis quelques temps déjà dans cette saison 2024 qui, à mon avis, est une très bonne illustration de ceci et ça montre assez bien l'évolution du jeu dans laquelle on est et le fait qu'on se dirige de plus en plus vers ça. Alors, pas totalement, c'est pas tout blanc, tout noir, évidemment, mais c'est vrai que c'est un peu cette idée que de plus en plus en NBA, allons droit au but, je peux le dire directement, de plus en plus en NBA, on peut avoir une défense d'élite sans forcément avoir un pivot défensif d'élite. Je dis pas que ça pouvait pas déjà être le cas auparavant, surtout dans l'évolution du jeu où il y avait encore un certain avantage compétitif par-ci, par-là, parce que tout le monde s'était pas encore mis à la page. Donc, même sans un très bon personnel, si tu avais la bonne tactique, ça pouvait marcher. Donc, je dis pas qu'avant, on pouvait pas. Je dis pas que les pivots aujourd'hui n'ont plus de valeur, évidemment. Je dis qu'on a une tendance un peu générale qui se développe, et on va l'expliquer tactiquement. C'est ça qui est important aussi et intéressant. On a un peu cette tendance générale où on peut, et on arrive à construire des défenses d'élite sans un pivot défensif que j'appellerais transcendant. Aujourd'hui, si on fait le bilan en NBA en 2024, on remarque que on a de plus en plus d'équipes avec une excellente défense, sans pour autant avoir un des meilleurs pivots défensifs de la ligue. Et puis, au-delà de ça, on a aussi le fait que, je trouve, avec cette évolution du jeu dont on va parler, avec l'évolution du jeu, les standards pour être un pivot d'élite et justement un pivot un peu génialissime, un peu transcendant, ces standards-là aujourd'hui sont bien plus hauts que ça pouvait être le cas il y a 5, 10 ans ou plus. À mon avis, c'est un peu ça, je trouve que c'est un peu le cas. Mais c'est vrai que c'est aussi un élément, une conséquence de l'évolution du jeu, je pense, et je trouve, et on va essayer de le développer aujourd'hui. Mais c'est cette idée que, avec le jeu qui évolue et cette fameuse explosion offensive, etc., dont vous avez déjà entendu parler, je pense, mais on se dirige de plus en plus vers, pour être une bonne défense NBA, pour être une défense d'élite, il faut certains requis qui ne sont peut-être plus autant qu'avant tournés autour du pivot. Et on peut l'expliquer tactiquement, mais on a cet effet aussi où finalement l'attaque et la défense n'arrêtent pas de se construire l'une en opposition à l'autre. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que d'un coup on a le spacing qui est apparu? Attaque, offensif, c'est parce que les défenses étaient trop bonnes et qu'il n'y avait pas assez d'espace pour attaquer. Donc on met des shooters à 3 points pour avoir du spacing. Pourquoi est-ce qu'ensuite les défenses se mettent de plus en plus à abandonner des shooters à 3 points? C'est parce que on s'est rendu compte qu'on respectait trop le 3 points et que ça facilitait trop la vie des attaques à l'intérieur. Donc on commence de plus en plus à abandonner le 3 points pour défendre le panier, pour de nouveau défendre le panier.
etc., etc. Même si on prend un peu des tendances, non pas aussi générales, mais plus précises, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a les Rockets de James Harden, Daryl Morey, qui ont développé une défense en switch all? Pourquoi? C'est parce que c'est en réponse au jeu des Warriors. Au jeu des Warriors de Golden State, qui ont poussé le côté motion offense jusqu'à son paroxysme, avec partout sur le terrain, non pas de l'isolation, non pas du pick and roll un peu classique, un peu frontal, mais partout en même temps, 14 écrans en même temps, un côté fort, un côté faible, du mouvement perpétuel, etc. etc. Et donc, la parade, c'était de se dire, s'il y a des écrans partout et des menaces partout, on simplifie, on change sur tous les écrans et on arrive à neutraliser, à ne concéder aucun décalage. Voilà, donc on a, depuis tout le temps, en fait, on a eu l'attaque et la défense qui se construisent en opposition. Je ne vais pas remonter à plus loin que ça, mais c'est un peu l'idée. Et à mon avis, de plus en plus, pas totalement, pas rien du tout, mais de plus en plus, on se dirige peut-être vers une ère où l'importance du pivot va peut-être être moins grande que ça peut être le cas par le passé. Prenons par exemple en 2024, saison régulière, les meilleures défenses, et tant qu'à faire, prenons les meilleures défenses de demi-terrain. Comme ça, on laisse un peu de côté la transition. Quelles sont les meilleures défenses de demi-terrain de NBA actuellement? Minnesota, premier. Ok. OKC, deuxième. Orlando, troisième. Les Cavaliers, quatrième. Denver, cinquième. Et oui, les Nuggets, cinquième meilleure défense de demi-terrain de NBA. Miami, sixième. Boston, septième. Les Clippers, huitième. Les Sixers, 9e, les Pelicans, 10e meilleure défense de demi-terrain, les Pelicans. Et puis ensuite, pour finir, les équipes un peu au-dessus de la moyenne, on a Phoenix, Memphis, Golden State et Dallas pour les places 11, 12, 13, 14. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parmi ces équipes que j'ai citées qui sont au-dessus de la moyenne, grosso modo, eh bien, on n'a pas forcément tout le temps un pivot défensif d'élite dans ces équipes. Alors, on va peut-être pouvoir disserter un peu sur qu'est-ce qu'un pivot d'élite. Vous allez peut-être ne pas être d'accord avec moi tout le temps. Allons-y. Minnesota, premier. Ok, il y a Gobert. OKC. Pour moi, OKC, Chet Holmgren, que j'adore, on n'est pas totalement dans la catégorie Rudy Gobert. Mais bon, peut-être que vous l'êtes, mais moi je suis un peu moins, mais peut-être que vous l'êtes. Ensuite, Orlando. Orlando, Carter Jr., j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, depuis la draft d'ailleurs. J'ai toujours été très très chaud, mais on n'est pas sur un pivot transcendant. Et pourtant, Orlando, troisième meilleure défense de NBA sur demi-terrain. Cleveland, c'est un peu un cas particulier parce qu'ils n'ont pas un 10 sur 10 en défense, mais ils ont 2 7 sur 10 ou 2 8 sur 10. Donc, un peu particulier. Mais Denver à Nikola Jokic, je ne pense pas qu'on puisse dire que Jokic est un des 3 ou 5 meilleurs pivots défensifs de NBA. Mais non, Denver pourtant est 5e meilleure défense de demi-terrain. Miami 6e. Bon, ok, il y a Bam Adebayo. Ok. Boston 7e. Porzingis. C'est plutôt bon que très bon ou élite, pour moi. Et alors qu'il fait une grande saison, on est d'accord. Mais pour moi, on n'est pas dans le côté transcendant à la Gobert. Je parle vraiment de l'ultra élite. Clippers, Zubac. Non, pas trop non plus. Les Sixers 9e, certes, il y a Embiid, mais il a fait 30 matchs. Et pourtant, au global de la saison, ils sont 9e. Les Pelicans, eux, c'est l'inverse. Eux, c'est malgré Valanciunas qui sont dans le top 10. Ils ont un mauvais pivot défensif. Et pourtant, ils sont une des 10 meilleures défenses de demi-terrain de NBA. Avec pourtant un pivot défensif vraiment pas bon. Et puis ensuite, Phoenix, Nurkic, c'est limité aussi. Memphis, Jaren Jackson, ok. Golden State, Draymond Green, ok. Dallas, pareil. Dallas, c'est plutôt des pièces un peu sympathiques défensivement que élite. Bref, mais donc là, je vous ai fait un peu le top 15, en tout cas les 15 meilleures, celles au-dessus de la moyenne NBA, on va dire, grosso modo. Mais vous voyez que même si on se concentre un peu sur juste le top 5, top 8, il n'y a quand même pas tant que ça d'équipes avec un pivot génialissime, transcendant, top 3 défenseurs de NBA parmi ces équipes-là. Et même, on peut faire ressortir, surtout, je trouve que c'est un peu ça. C'est pas qu'avant, on ne pouvait pas avoir une bonne défense sans pivot transcendant, ça existait. Je pense notamment aux Hawks de Budenholzer, qui était toujours très bonne, avec Horford, Millsap, etc. Mais la nuance, c'est que on a aussi cet élément à prendre en compte on était encore dans l'évolution du jeu. Donc on était encore à une époque où il y avait encore un avantage compétitif, sans doute, à droite, à gauche, parce que tout le monde ne s'était pas encore mis à la page, tout le monde n'était pas encore dans le côté rentabilité, donc une bonne équipe avec un bon personnel et une bonne stratégie pouvait encore plus facilement surnager, on va dire. Mais en effet, ça existait.
Déjà à l'époque, ça existait de très bonnes défenses sans un pivot d'élite. Ça pouvait exister, mais je trouve que c'était moins fréquent que ça peut être le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme dit, il y a OKC. Bon, même si Chet Holmgren est vraiment très bon, hein, mais pour moi, il n'est pas encore incroyable, élite, transcendant. Pas cette catégorie, pourtant OKC 2e de NBA. Orlando 3e. Denver 5e. Denver, c'est peut-être le meilleur exemple. De peut-être que l'importance du pivot est peut-être plus basse qu'avant, je ne sais pas. Boston et les Clippers aussi, pour moi. Même les Sixers sans Embiid, les Pelicans sans Valanciunas. Voilà, dans le top 10, on a quand même pas mal d'équipes où on a soit pas un bon pivot défensif du tout, soit un pivot qui est sympa, mais pas génial, quoi. Et comme dit, ça pouvait exister avant, mais je trouve qu'on se dirige vers une NBA où il y en a de plus en plus de ce genre d'équipes qui arrivent à avoir une défense d'élite sans pour autant avoir un pivot transcendant. Et même, on a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mauvaises défenses contraposées, mauvaises défenses qui, pourtant, ont un pivot défensif d'élite. Je pense évidemment de suite à Milwaukee, 20e défense de demi-terrain Milwaukee. Je pense aux Spurs, même si bon, les Spurs, il y a un côté talent d'effectif qui vraiment est pas vraiment pas dingue en termes de talent pur hein, autour de Wembanyama. Mais bon, mine de rien, Wembanyama, je pense qu'on l'a un peu tous actuellement parmi les meilleurs défenseurs de NBA, parmi les 3 ou parmi les 5 grands maximum. Mais c'est pareil. Lakers, on est tous d'accord pour dire qu'Anthony Davis est top 5, voire même top 3 défenseurs de NBA, un des défenseurs les plus transcendants, les plus incroyables qu'on a en NBA. La défense collective des Lakers, elle est 16e. 16e. Elle est au même niveau que les Rockets de Alperen Sengun. Quand même un truc qui colle pas, quoi. On répète depuis des années, et moi le premier, de l'importance du pivot dans une défense, notamment. Et pourtant, on voit que non seulement on a des très très bonnes défenses, des défenses d'élite sur demi-terrain qui n'ont pas un pivot transcendant, on voit même l'inverse où certains pivots qui, à une époque, on aurait dit, lui, à lui seul, il change la phase de l'équipe. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Bref. On a un peu ce constat-là, en tout cas. Et pour moi, il reste encore des exceptions. Mais elles sont peut-être de plus en plus rares. Et pour être quelqu'un qui est à ce point transcendant, ou à ce point, on peut pointer du doigt et dire l'impact de l'individu, le seul individu, est grand et conséquent. Pour moi, les exceptions sont de plus en plus rares. Il en reste. Je pense à des Rudy Gobert. Moi, je mets Jaren Jackson dans ce lot. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais moi, je le mets dans ce lot-là. Je mets aussi Draymond Green, évidemment. Je mettrai aussi Anthony Davis, Wembanyama aussi, mais comme dit, peut-être qu'avec Davis et Wembanyama, peut-être que le talent défensif autour est peut-être pas assez bon. Mais justement, en fait, c'est tout le propos du jour. C'est que ça devient, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir une bonne défense ou une défense d'élite, entre guillemets, seulement avec un pivot. Alors qu'avant, c'était peut-être un peu plus facile et l'abattage d'un pivot était peut-être sur un pourcentage plus grand qu'aujourd'hui. C'est un peu ça l'idée d'aujourd'hui, ce constat. Et à l'inverse, en fait, quel est le constat qu'on peut faire? C'est que dans ce jeu toujours plus espacé, mais pas que espacé, c'est pas il y a une profusion de 3 points, il y a plus d'espace, il y a aussi plus de mouvement. Comme dit, j'ai fait un podcast il n'y a pas si longtemps que ça, épisode numéro 231, si ça vous dit, où je reviens un peu sur une révolution du jeu qu'on a peut-être un peu loupé. Et je parle un peu des chiffres, notamment de nombre de tirs à 3 points qui sont tentés. Bon, depuis 4-5 ans, on a atteint un plateau. On ne prend pas beaucoup plus de tirs à 3 points aujourd'hui qu'en 2020. Et pourtant, l'offensive rating continue à exploser. C'est parce qu'en fait, on a plus d'espace, mais on a aussi plus de mouvement. Et donc, encore une fois, on revient à cette idée au tout début de les défenses se construisent en opposition aux attaques, et puis les attaques ensuite font le contre-move et se construisent en opposition, etc., etc. On se renvoie la balle à chaque fois. Quelle est la réaction défensive au mouvement? Pour moi, c'est l'importance revalorisée de la profondeur, notamment sur l'aile et de périmètre défensive. C'est-à-dire que pour moi, pour le simplifier, par rapport à il y a quelques années, le curseur entre importance du pivot versus importance de ce qu'il y a autour, pour moi, le curseur est en train de se déplacer légèrement vers la droite, vers le reste, vers le supporting cast, vers ce qu'il y a autour, plutôt que, comme avant, où le curseur était un peu plus vers c'est le pivot qui a une importance à ce point dominante.
En fait, c'est là où le constat est très intéressant. Regardez les meilleures défenses de NBA aujourd'hui. Bon, Minnesota, eux, ils ont les deux. Les Timberwolves, ils ont les deux. Ils ont le pivot transcendant, mais ils ont aussi une profondeur défensive absolument démente avec Anthony Edwards, Jaden McDaniels, avec Mike Conley aussi, qui est encore pas mal au niveau du point d'attaque, avec Nickel Alexander-Walker, qui est aussi assez phénoménal en défensivement. J'en oublie, mais bref. Naz Reid aussi, qui est plutôt pas mal dans son rôle-là. Karl Anthony Towns, qui fait pas une mauvaise saison, mais grosso modo, on a un noyau dur en plus de Gobert. Donc Minnesota, ils sont premiers. Je pense que c'est pour une raison, ils ont les deux. Ok. Je pense qu'au OKC, certes, Tatum Green est très bon. Et voilà, je ne le mets pas dans la catégorie 10 sur 10 au niveau de Gobert ou Draymond Green dans son prime ou autre. Mais pour moi, il est très bon. Mais pour moi, ça marche aussi parce que on a un collectif à OKC. Et on n'a pas de maillon faible. On a surtout des ailiers et une profondeur d'ailier défensive qui est excellentissime. C'est-à-dire, c'est pas que Chet, c'est Chet plus Jalen Williams, Lou Dort, évidemment. SGA, il a de la longueur et sur le côté stunt, il fait pas des rotations parfaites tout le temps, mais sur le côté stunt, sur le côté boucher le terrain, sur le côté playmaking défensif, il est impactant aussi. Donc ça fait quand même 3 déjà, plus des petites pièces comme Cason Wallace, qui a été très bon aussi, Aaron Wiggins, Kenrich Williams, etc., etc. On a quand même un noyau dur. C'est pas que Chet, on a aussi une très très belle profondeur défensive d'elle et autour du pivot. Même point d'attaque, je veux dire. Orlando est 3e. Mais Orlando, c'est pas que du fait de son pivot défensif. Même si j'adore Wendell Carter Jr. Mais Orlando, c'est pas que Wendell Carter Jr. Orlando, c'est aussi plein de défenseurs grands, longs, appliqués, mobiles, et qui apportent ce contre-mouvement offensif. Enfin, ce mouvement défensif, mais qui du coup vient contrecarrer le mouvement offensif. On a du Paolo Banchero, qui est pas parfait, mais qui est au moins taille, longueur, mobilité et placement. Franz Wagner aussi. Et évidemment, Jalen Suggs, qui est magnifique sur le point d'attaque et sur les premières lignes. On a Gary Harris, qui revient un peu en forme en termes de 3&D. Mark Elfels aussi, qui est tout de même pas mal. Et puis, je ne vais même pas aller citer des Anthony Black ou des Jonathan Isaac ou des mecs comme ça. Voilà, globalement, la majorité de l'effectif, la majorité des minutes, c'est par des mecs compétents défensivement. En termes de proprioception, en termes de mouvement, etc., etc. Denver, l'exemple est même encore plus criant, Denver et Pelicans, pour moi, c'est les 2 meilleurs exemples de ça. C'est-à-dire que il y a encore quelques années, ça aurait été très compliqué de passer outre l'obstacle de on a un pivot défensif pas top. Aujourd'hui, Denver est 5e meilleure défense de demi-terrain et les Pelicans sont 10e. Mais Denver, certes, Jokic, il n'est pas parfait. Bon, déjà, il est peut-être un peu mieux que certains fans peut-être le disent, où il n'est pas cata, mais il y a tout ce qui est intelligence de jeu, il y a tout ce qui est placement, il y a des petits détails très bons, mais on est tous d'accord pour dire que c'est pas un pivot d'élite défensivement, ok. Mais par contre, à Denver, qu'est-ce qu'il y a autour à Denver? Aaron Gordon, évidemment. On a du KCP, magnifique. Porter Junior, qui est enfin devenu viable et qui, du coup, avec ses outils de taille, longueur de bras, etc., c'est quelqu'un de totalement compétent et impactant, je trouve, en défense aujourd'hui. Christian Brown, Peyton Watson, etc., etc. Même Reggie Jackson, que j'aime beaucoup, moi, dans le rôle défensif. Bon, Jamal Murray, un peu moins peut-être, mais on a quand même, vous voyez, une majorité de l'effectif qui, en fait, ce sont des défenseurs d'aile et de périmètre totalement compétents. Denver, c'est magnifique. Et puis les Pelicans, c'est encore mieux. C'est-à-dire que Pelicans, c'est le Denver, mais encore pire, quoi, encore plus polarisé, on va dire, avec Valanciunas, qui est moins bon défenseur que Jokic, mais par contre, une escouade d'ailiers défensifs qui est absolument phénoménale. Les Pelicans, c'est Herb Jones, c'est Trey Murphy, c'est Dyson Daniels, c'est, qu'est-ce que j'oublie encore? Brandon Ingram, évidemment. Najee Marshall aussi, Larry Nance qui sort du banc et qui a aussi cette polyvalence, etc., etc. Les Pelicans, comment est-ce qu'ils arrivent à compenser? On l'a développé il n'y a pas longtemps dans un podcast, je ne vais pas refaire, mais comment est-ce qu'ils arrivent à compenser? Ils font comme Denver, en fait. Les deux ont le même schéma, c'est-à-dire le pivot est friable, fragile sur pick and roll, donc on le fait monter haut, on fait une prise à 2, comme ça on force le ballon à aller ailleurs, et derrière, c'est toute l'escouade d'ailiers qui se charge d'absorber le décalage. Donc à Denver, c'est les Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Peyton Watson, Christian Brown, KCP, évidemment KCP magnifique, etc. Chez les Pelicans, c'est Herb Jones, c'est Trey Murphy, c'est Ingram, c'est Dyson Daniels, c'est Najee Marshall, Zion aussi, même si c'est pas parfait Zion, mais c'est mobile au moins et ça fait les rotations très agressives. Voilà. Bon, on peut continuer longtemps, mais Boston, et évidemment Boston,
Le pivot est peut-être à 7 sur 10, mais tout autour, on a aussi que des 8 sur 10. Hein. Pour le coup, les Tatum, Brown peut-être un peu moins parfois, off-ball, mais au moins on-ball, on a taille, longueur de bras, mobilité. Mais Derek White, Jrue Holiday, Al Horford dans son rôle de polyvalent, on va développer. Boston, il y a une profondeur qui est assez dingue, hein, mine de rien, en termes de défense d'aile et de périmètre. Derek White aussi, que je ne sais pas si je t'ai cité, peut-être, je deviens fou. Les Clippers, c'est un peu pareil. Les Clippers aussi. Les Sixers aussi, mine de rien. Les Sixers, si on enlève Tyrese Maxey, c'est quand même très solide, hein, la rotation de l'aile des Sixers. Kelly Oubre, qui fait une très bonne saison, Batum, Anthony Melton, Tobias Harris, plus le bonus de, quand c'est Nick Nurse le coach en plus, il arrive très bien à organiser une défense avec des ailiers, voilà. Bref, je pense qu'on a un peu ce truc où, aujourd'hui, on peut être une bonne défense NBA, une défense d'élite, sans un pivot d'élite, parce que on est aussi dans cette tendance où les attaques sont de plus en plus dans du spacing et du mouvement aussi. Et donc, si ça, le mouvement, c'est plus important, en tant que défense, le bouclier à cet élément devient aussi plus important. Et donc, c'est là où des Orlando, qui n'ont pas un défenseur génialissime, sont très bons, des OKC, des Clippers, des Nuggets, des Pelicans, parce qu'en fait, on a des escouades de périmètre qui sont extraordinaires. C'est-à-dire, concrètement, de quoi on parle? On parle de gens qui ont des outils physico-athlétiques magnifiques, notamment l'envergure de bras, qui est pour moi l'outil le plus fonctionnel en termes de défense off-ball. Mais il y a aussi une question de schéma, hein, comme on l'a expliqué avec les Pelicans, qui font des schémas extrêmement agressifs pour venir depuis le côté faible, et qui donc viennent boucher la peinture. Il y a tout un jeu aussi, le jeu des stunts aussi. Qu'est-ce que c'est les stunts? C'est venir boucher l'espace en tête de raquette, notamment, ou de venir tout simplement sur des drives. Là-dessus, voilà. OKC, ce sont des maîtres sur les stunts. Orlando, c'est des maîtres sur les stunts, etc., etc. Les Pelicans aussi. Denver aussi. Finalement, les équipes aujourd'hui, comme dit tout à l'heure, il y a un peu. Au début, on a eu une surréaction aux 3 points où tout le monde est venu défendre les 3 points, sortir très loin, parce qu'il y a cette nouveauté du 3 points. Depuis, on s'est rendu compte que, non, en fait, finalement, on préfère abandonner les 3 points pour défendre le panier. Et donc, comment est-ce qu'on fait le mieux ça? Soit on a un pivot qui est transcendant, et qui à lui seul peut avoir ce rayonnement à lui seul, encore une fois. Soit, comment protéger le panier et la raquette qui reste la priorité absolue? On peut aussi le faire avec des schémas appropriés et, pour que ces schémas marchent, une escouade dédiée et une profondeur de joueurs de périmètre magnifique pour faire marcher ces schémas. Et donc, Orlando, OKC, Denver, Boston, les Clippers, les Sixers, les Pelicans, évidemment. Voilà, c'est comme ça. Plus, on peut rajouter aussi, d'ailleurs, les Warriors. Les Warriors qui sont la première défense au panier en termes de nombre de tirs concédés au panier, alors qu'ils n'ont pas un défenseur de drop, ils n'ont pas un méga défenseur avec sa taille, mais ils ont Draymond Green plus toute une escouade de mecs qui font les bonnes rotations, qui font les rotations, les pré-rotations agressives ou les stunts, etc., etc. On peut même rajouter les Knicks, d'ailleurs. Les Knicks qui sont 16e défense au global sur la saison, mais qui sont parmi les équipes les plus agressives en termes de schéma, de venir depuis le côté faible, et qui font ça avec une escouade déliée, les Josh Hart, les DiVincenzo, les Anunoby, on va pas tous les citer, mais les Knicks sont aussi une bonne défense, alors que ils n'ont pas forcément un pivot défensif transcendant. En fait, il y a un peu ce côté où, je pense qu'un bon exemple de ça, c'était le Utah Jazz de Rudy Gobert. Le Jazz, au début du cycle Gobert, c'était une équipe très typée défensive, mais petit à petit, au fur et à mesure des années, ils se sont transformés plutôt en une équipe offensive qui avait Gobert. Donc les Ricky Rubio, très bon défenseur, mais hop, ça a été remplacé par des meneurs un peu plus shooters. Donovan Mitchell est arrivé, plutôt joueur offensif que défensif. On a transformé l'effectif avec Royce O'Neal qui est arrivé, Joe Ingles qui est arrivé, ou qui est resté là, qui a pris de plus en plus de temps de jeu, etc., etc. À la fin, on avait un effectif qui était excellentissime offensivement, plus qu'avait Gobert. Et Gobert fait encore partie de ces joueurs qui, à lui seul, pouvaient abattre un travail magnifique, à lui tout seul, et produire une bonne défense. Mais on a vu aussi en play-off qu'il y avait des limites. On a vu que, non, en fait, notamment la fameuse série contre les Clippers, un pivot, peut-être qu'en saison régulière, ça fait l'affaire, mais à chaque fois en play-off, on voyait aussi les limites de à quel point est-ce que les joueurs de périmètre autour n'étaient juste pas assez bons défensivement, et pas que on-ball, pas que ils autorisaient des lignes de drive, et Gobert pouvait pas combler toutes les brèches. Il y avait aussi le fait que ils étaient assez mauvais
off-ball. Sur, bah tiens, il y a Gobert qui fait la rotation au panier, il faut que j'aide celui qui aide, et donc je fais la rotation sur le joueur qui a abandonné Gobert. La série contre les Clippers, en 2021, c'est ça. C'est une escouade de joueurs du Jazz qui sont perdus et qui font pas les bonnes rotations. Et c'est pour ça que j'aime bien cet exemple du Jazz, parce qu'on a un peu 2 en 1, en fait, le avant et le après en une saison. C'est-à-dire effectif offensif et le talent transcendant de Gobert à lui seul avait ce rayonnement de défense en saison régulière. Et puis en playoff, on a quand même vu qu'il y avait des limites. Et on a vu cette évolution du jeu aussi où plus tu as d'espace, de spacing et de mouvement, plus l'individu peut pas faire grand-chose à lui tout seul, quoi. Et plus surtout, on a une importance de l'escouade autour de périmètre qui devient de plus en plus importante. Et pour moi, c'est un peu là-dessus que le Jazz s'est planté. Et c'est aussi, par ailleurs, un peu de cette manière que certaines équipes se plantent actuellement. Parce que, je vous ai dit, hein, on peut constater que Orlando n'a pas de pivot fabuleux et pourtant défense d'élite, Denver, Pelicans, etc. Bon, on en a déjà parlé, mais à l'inverse, on a aussi des équipes avec des talents transcendants qui n'ont pas une bonne défense cette année. Les Lakers sont à peine 16e, les Spurs 21e, et Milwaukee même, surtout, Milwaukee 20e défense de NBA sur demi-terrain, alors que Milwaukee, bon ben voilà, on a Giannis, on a Brook Lopez, qui est peut-être la meilleure défense de NBA, la meilleure raquette défensive de ces dernières années, et même encore aujourd'hui. En fait, j'ai un peu envie de m'aventurer à faire une analogie, alors qui va être très caricaturale, mais c'est juste pour vous faire passer l'idée. Hein, c'est pas... Mais j'ai un peu envie de faire l'analogie avec le spacing, justement, dans les années 2010, où au tout début, notamment, un seul shooter d'élite, ça faisait un spacing, grosso modo. C'est-à-dire que c'était tellement compact le jeu, avant l'évolution du jeu, ou au tout début de l'évolution du jeu, c'était tellement compact qu'avoir un seul mec qui était shooter d'élite, ça crée du spacing. Le différentiel était à ce point grand que, voilà, il suffisait de un mec pour ça, quoi. Et évidemment, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tu as un seul bon shooter, ça suffit plus. Aujourd'hui, un spacing, il faut avoir aucun maillon faible dans ton spacing. Si tu veux un bon spacing, il faut aucun maillon faible à 3 points. J'ai un peu envie de faire la même chose en termes d'analogie avec la défense, où avant, c'était plus facile d'avoir un bon défenseur qui avait un impact à ce point fabuleux, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, tu veux un spacing, ça suffit plus, il faut que tu aies un collectif, il faut que tu aies aucun maillon faible. Je pense qu'on se dirige aussi vers une NBA où c'est totalement la même chose. Un défenseur à lui seul ne peut plus être à ce point transcendant. Tu as aussi besoin d'avoir une équipe extrêmement complète, et notamment une escouade de périmètre très haut niveau. Voilà, un peu très grossier, très caricatural, hein, cette analogie, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Et notamment, j'insiste, mais le point central, c'est la protection du panier. Vraiment la protection du panier et la raquette, qui reste le tir le plus rentable au basket, qui reste la zone, même plus généralement, la zone la plus dangereuse au basket, parce que au-delà même des tirs en soi au panier, il y a aussi le fait que si tu fais un drive en plein centre et que quelqu'un vient aider, tu peux ressortir à 3 points, et c'est comme ça qu'on casse une défense, hein, qu'on arrive à créer le chaos, qu'on arrive le mieux à créer le chaos dans une défense, c'est en pénétrant en plein milieu et dans la raquette, évidemment. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en réponse à ce spacing, on arrive dans une ère où les défenses, c'est un peu l'ère des stunts, l'ère de ces fameux stunts, l'ère des overloads. Donc on essaie de surcharger le terrain d'un côté ou d'un autre. Le 3 points, on commence un peu à le délaisser. En tout cas, on ne le respecte plus autant qu'avant. Et donc, en fait, il faut animer tout cet espace à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a tellement d'espace que tu es obligé de gérer ça avec plusieurs. D'où, donc, l'importance de seulement un individu qui redescend et, au contraire, l'importance d'avoir plusieurs très très bons joueurs pour ça. J'ai déjà parlé de l'envergure de bras qui pour moi est un outil absolument primordial là-dedans. Voilà, il y a tout un jeu de coordination en tant qu'équipe de comment est-ce qu'on va venir occuper le terrain, boucher l'espace, comment est-ce qu'on va venir aider sur les stunts, comment est-ce que si on vient aider sur le stunt, il y a celui qui doit aider derrière, donc il y a une question de concentration, une question de reconnaître ce qui se passe sur le terrain, de lecture de jeu évidemment défensive, de réactivité. Donc voilà, il y a des requis en termes d'individus qui sont très hauts, et surtout, tu as besoin de plusieurs individus très compétents en défense, et en défense dans l'espace. Pour moi, c'est un peu ça, le mot-clé, c'est la défense dans l'espace, c'est la défense off-ball.
tu as besoin de flexibilité de line-up, tu as besoin de savoir, d'avoir des gens qui sont capables de reconnaître que là, il y a tel ou tel match-up et donc il faut qu'on s'arrange pour le gommer ou aider là-dessus. L'occupation de l'espace et du terrain pour boucher l'espace face à tel ou tel driver, face à tel ou tel joueur de pick and roll. Il y a tout ce qui est le jeu d'écran. Alors, les écrans on-ball, évidemment. Donc, tu vois, si tu as un seul pivot génial, bah, super, mais sauf que ça n'aide pas pour les écrans, quoi. Si tu dois switcher, si tu dois faire des trucs comme ça, si t'as pas si t'as un top défenseur de drop, mais que t'as pas un bon défenseur en premier rideau, bah, c'est plus compliqué. Donc, il y a tout ce qui est écran on-ball, mais il y a aussi tout ce qui est écran off-ball, souvent. Donc, il y a ça à gérer. Tout ce qui est les scram switch, donc des switches où tu fais un peu ça en rotation, c'est-à-dire que le joueur A va sur le joueur B, le B sur le C et le C sur le A, par exemple. Tu as tout ce qui est kick-out switch, donc tu as un mismatch, mais avant que l'attaque ne puisse venir l'exploiter, hop, off-ball, il y a quelqu'un qui dit non, attends, moi je suis plus gros, je vais prendre celui-là, et toi tu vas sur le mien. Voilà, c'est des switches un peu off-ball qui s'opèrent loin du ballon. Tu as aussi les peel switch, la défense en next, qui sont des manières de changer pendant un drive, pendant un mouvement, de changer les match-ups de manière rapide, bref. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, dans cet espace et ce mouvement, les défenses ont besoin elles-mêmes d'être plus dynamiques, plus flexibles et plus polyvalentes pour répondre à tout ça, à ce mouvement et cet espace. Et donc, pour être ceci, eh ben, il vaut mieux avoir une pelletée de bons défenseurs dans l'espace plutôt que seulement un seul et en se disant que lui, il va arriver à tout faire. C'est un peu, en fait, pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode, il y a quelques temps et quelques mois, on avait fait un épisode sur les connecteurs offensifs. C'est-à-dire, il y a plus d'espace, donc aujourd'hui, la chaîne de création offensive, c'est plus aussi simple que création, finition, le créateur qui donne au finisseur. Aujourd'hui, on a besoin de ces connecteurs qui viennent se mettre au milieu de la chaîne, qui ne vont pas créer le décalage. Ils sont après la création de décalage, mais ils sont aussi avant la finition, parce que parfois tu as affaire à des défenses qui sont justement dans le dynamique, et donc tu as besoin de quelqu'un qui fait le lien. Ça, c'est les connecteurs offensifs. J'ai un peu l'impression que là, on a aussi affaire à cette contre-révolution, c'est les connecteurs défensifs, si je peux dire. C'est ça qui est génial avec la défense des Pelicans, c'est ça qui est génial avec la défense d'Orlando, de OKC, de Denver, c'est qu'on a des connecteurs défensifs. En attaque, tu as besoin de connecteurs, de gens qui vont faire le lien entre le créateur et le finisseur, qui vont faire l'extra pass, faire le cut, poser le dribble, attaquer le close-out et ressortir, etc., etc. Donc, ils vont venir animer cet espace à l'intérieur et ce milieu de possession. Ils vont l'animer, ils vont le fluidifier en attaque, connecteur offensif. Ben, de l'autre côté, très simplement, on a aussi les connecteurs défensifs. Donc, pour répondre à ça, tu as besoin de joueurs et tu as besoin de plein de joueurs, parce que ça suffit pas, tu as besoin de plein de joueurs en même temps qui sont capables de défendre dans l'espace, de reconnaître les match-ups, de switcher, d'être assez polyvalent, on-ball, off-ball, de venir aider au rebond, de venir aider à boucher l'espace, d'être assez grand, assez imposant pour boucher l'espace, de venir faire des close-out, de faire la bonne lecture, etc., etc. Voilà, c'est très simple. Pour moi, il y a cette symétrie en attaque, on a besoin de connecteurs offensifs pour animer la possession. Mais en défense aussi, maintenant, on a besoin de connecteurs défensifs pour animer la possession, mais défensive. Pour en fait combler les brèches partout. Alors que certaines équipes qui n'ont que un bon pivot, finalement, on voit que elles ne peuvent pas avoir une défense d'élite. Parce que ça suffit plus. Parce qu'il faut cette escouade pour animer la possession défensive. Aujourd'hui, et je caricature, c'est pas tout blanc tout noir, mais aujourd'hui, de plus en plus, le pivot ne décide pas complètement de tout. Sans doute, en tout cas, moins qu'avant, selon le schéma, et parce qu'on a aussi de plus en plus de schémas où, tout simplement, le rôle du pivot est moindre, et le rôle de cette escouade, à quel point l'escouade va bien se comporter durant la possession, faire les switches, tenir pendant 20 secondes, 22 secondes, faire les rotations, boucher l'espace, faire les stunts, venir aider dans la raquette, faire la rotation, faire le X-out, etc., etc. Ça devient d'autant plus important, en fait. C'est un peu comme avant. Pendant longtemps, on a fait le raccourci entre une défense d'une équipe, c'était comment défend une équipe, c'est comment est-ce qu'elle défend le pick and roll. Pendant longtemps, on a fait ce raccourci-là de Utah, c'est une défense en drop. Parce que sur le pick and roll, ça défendait en drop. Or, on sait qu'au fil des années, ça a évolué, ça. Et notamment, on avait, par exemple, des exemples très différents sur le même type de couverture du pick and roll. Par exemple, Utah ou Portland, c'était le drop plus chacun reste sur ses shooters.
Alors que de l'autre côté, à Milwaukee, on fait le drop, mais en plus, on a des aides et des joueurs qui ne restent pas sur leur shooter et des défenseurs qui, en plus, viennent aider de manière très agressive. Donc, pendant longtemps, on a fait ce raccourci entre défense égale défense du pick and roll. Je me demande aussi à quel point, désormais, il ne faut pas aussi faire cette évolution et voir que l'identité défensive d'une équipe, ce n'est pas que son pivot. Et le niveau d'une équipe, ce n'est pas que son pivot. C'est aussi, peut-être même surtout, la qualité de l'escouade autour. C'est pas pour dire que le pivot n'a plus d'importance en NBA, évidemment. C'est juste pour dire que, aujourd'hui, l'importance de l'escouade autour, à mon avis, est bien largement remontée par rapport à ce que ça pouvait être le cas il y a quelques années. Pour moi, le pourquoi, c'est vraiment ça. C'est parce que les tirs au panier sont à ce point importants, donc on a eu plus d'espace pour aller chercher ces tirs au panier, d'un point de vue offensif. Et donc, comme il y a plus d'espace, c'est compliqué pour un pivot de dominer la raquette. En tout cas, pour dominer la raquette en tant que seul individu, il faut avoir un niveau qui est d'élite. Alors qu'avant, peut-être que le niveau nécessaire pour dominer à soi seul la raquette était peut-être plus bas, en un sens. Et aujourd'hui, il y a tellement plus d'espace que les rotations doivent venir de plus loin, il y a beaucoup plus d'actions à gérer aussi, les lignes de drive sont d'autant plus ouvertes, les rotations viennent de plus loin, comme déjà dit, pardon. Et voilà, c'est plus dur en fait. Et c'est un peu, bon, je vais essayer de modéliser encore une fois, c'est qu'un exemple, mais c'est comme Jarrett Allen. Prenons Jarrett Allen. Je pense que Jarrett Allen, peut-être que dans le jeu de 2014, Jarrett Allen aurait peut-être été beaucoup plus dominant que ce n'est le cas aujourd'hui. Peut-être que le même Jarrett Allen, le même niveau, les mêmes qualités et le même skill set, etc. Peut-être que le même Jarrett Allen dans le jeu plus congestionné de 2014 aurait été plus transcendant. Le même joueur avec les mêmes qualités brutes aurait peut-être eu un impact, évidemment relatif au contexte, qui aurait été plus grand. Et à l'inverse, Roy Hibbert, qui était transcendant lui aussi en 2014, qui vraiment était un difference maker, pardon, dédicace à Shakespeare, mais un faiseur de différence, non, c'est pas très beau, qu'il l'était en 2014, aujourd'hui ce serait impossible. Et d'ailleurs, il a disparu de NBA parce qu'être un rock défensif au panier, ça suffit plus. Il n'avait plus la mobilité, il n'a pas pu suivre l'évolution du jeu. Là où il y a 10 ans, sa seule présence était à ce point incroyable au panier, et aujourd'hui, comme dit, plus d'espace, plus de mouvement, donc c'est plus dur d'impacter au panier. Voilà, Roy Hibbert, pour moi, Roy Hibbert n'a pas sa place aujourd'hui en NBA. Le même Roy Hibbert qui était dominant en 2013-2014, 2023-2024, non, ça n'existe pas, quoi. Il n'aurait pas du tout été aussi dominant. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée pour moi. C'est un peu l'idée d'aujourd'hui du podcast, c'est aussi de voir ça. Et d'ailleurs, de voir aussi que finalement, très concrètement, là je vous ai parlé de terrain, je vous ai parlé de stratégie, de tactique, etc. Prenons un peu quelques chiffres. Pas très dur, pas très complexe. Quelques chiffres qui s'appellent les WOWI. Qu'est-ce que les WOWI? Littéralement, c'est un acronyme, with or without you. On regarde juste avec et sans toi. Et pour moi, comme dit, il reste encore quelques défenseurs qui, à mon avis, sont transcendants. Il y en a moins, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui sont transcendants. Et je pense que c'est pas un hasard si il n'y a plus que eux sur lesquels les WOWI montrent encore une certaine différence conséquente. Notamment, Rudy Gobert, avec lui, la défense est à 108 de defensive rating, sans lui, elle est à 110. Donc on est quand même à plus 2 de points encaissés par 100 possessions. Ça n'a l'air de rien, c'est beaucoup. Plus 2. Et encore, comme dit, Gobert en plus, peut-être que le différentiel n'est pas aussi grand parce que derrière, il y a quand même une très belle rotation. Donc voilà, sans doute qu'on n'arrive pas encore à le mesurer, mais en fait non, même c'est l'inverse. On a tout de même un effectif défensivement qui est extraordinaire, et pourtant, Gobert arrive encore à créer cette différence avec et sans lui. Alors même que l'équipe sans lui part de très haut. Donc Gobert, pour moi, c'est un exemple. Draymond Green aussi, de 112 de defensive rating avec lui à 117. Jaren Jackson aussi, pour moi, même si cette année, ça se voit pas parce que avec lui, c'est 116 et sans lui, c'est 113. Donc sans lui, c'est mieux, mais il se trouve que sur ces minutes passées sur le terrain, les adversaires shootaient à 40% à 3 points. C'est absolument énorme.
Évidemment, le pivot défensif n'a aucun impact sur justement à quel point est-ce que les adversaires shootent bien à 3 points. Voilà, la moyenne est d'habitude beaucoup plus basse, donc petite anomalie statistique, on peut mettre ça entre parenthèses. Je pense que j'aurais aussi Bam Adebayo là-dedans. Et d'ailleurs, c'est oui, avec lui 111, sans lui 114. Je pense que j'aurais aussi Anthony Davis là-dedans. Je pense que j'aurais aussi Wembanyama. Mais vous voyez qu'on est sur une liste de... on est à quoi, 5 noms? 6 noms? Et au contraire, regardons l'impact de pivots qui ne sont pas moyens, qui sont bons, même très bons. Regardons l'impact de certains pivots dans des défenses d'élite. C'est même surtout ça, pour moi, le meilleur argument. Porzingis à Boston. Porzingis fait une très bonne saison défensive. Et pourtant, avec lui, 112 de defensive rating. Sans lui, 111. Avec lui, 112. Sans lui, 111. Donc, même si lui, individuellement, est très bon défensivement, je trouve, l'impact, on ne le voit pas, quoi. L'impact, on ne le voit pas. Parce que les squads autour est à ce point bonne, et que, dans ces schémas-là, l'importance des joueurs de périmètre est aussi à ce point grande. Donc, c'est pas qu'il n'a pas d'impact. C'est pas comme ça qu'il faut lire. C'est que il faut pas dire que Boston serait aussi bon sans lui. C'est juste que vous voyez bien qu'on n'est pas sur le même niveau de transcendance, de à quel point d'impact individuel à lui seul que pour un Gobert. Porzingis est très bon défensivement cette année, et pourtant Boston, même sans lui, est performant parce que autour c'est tellement bon. Pareil pour Orlando, Wendell Carter Jr. que j'adore depuis la draft, qui enfin commence à être très bon. J'aime beaucoup. Avec lui, 111. Sans lui, 112. L'impact, il est pas énorme, l'impact. Parce que la force d'Orlando, c'est pas que Carter Jr., c'est aussi toute cette escouade d'ailier et de périmètre. OKC, Chet Holmgren, un peu pareil. Avec lui, 112. Sans lui, 112. Pareil. Pelicans, c'est encore pire. C'est avec Valanciunas 115 et sans lui 110. Mais vous voyez bien, Pelicans, c'est un exemple génial. Parce qu'on voit bien que, en fait, ça ne dépend pas du pivot. Aujourd'hui, tu peux être une défense d'élite en NBA, même sans pivot. Et en fait, j'ai envie de dire, surtout, c'est l'inverse. Surtout, c'est l'inverse. Milwaukee, Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo, les Bucks sont 20e défense de demi-terrain de NBA. Pour moi, et c'est de Milwaukee qui m'est parti un peu cette réflexion, que c'est ce qui m'a un peu poussé à faire le podcast, c'est que quel est le problème à Milwaukee ? Pour moi, c'est l'effectif. Quid de l'effectif ? Et quid de cette fameuse qualité du supporting cast et qualité de joueur de périmètre ? C'est pas top, hein. C'est vraiment pas top. C'est Lillard qui était un attaquant d'élite. Restons-en là. Restons à ça. C'est Malik Beasley. Ok, bon. Et c'est Chris Middleton aussi, notamment dans les joueurs majeurs. Et Middleton qui ne bouge plus du tout. Middleton, même ses pull-ups offensifs, si vous regardez bien, c'est un contre 1, l'isolation. Middleton, ça bouge plus, même en attaque. C'est du pull-up par-dessus le défenseur, mais il n'y a même plus de mouvement. Parce qu'il est vieux, il s'est beaucoup blessé, etc. Et je trouve qu'on le voit encore plus en défense off-ball. On le voit en défense off-ball. Ça bouge pas, ça fait pas les rotations. Pareil pour Lillard, pareil pour Malik Beasley. Jay Crowder, c'est un peu mieux tout de même, parmi les joueurs qui ont un gros minutage. Ok, mais c'est pas lui qui peut combler toutes les brèches à lui tout seul, Jay Crowder. On a eu aussi de bons défenseurs au point d'attaque en début de saison, du genre André Jackson et Marjon Beauchamp, mais c'est pas parfait du tout sur la défense off-ball, sur les rotations, sur le volume, sur l'intelligence, sur la réactivité, sur les lectures, etc., etc. Donc, pour moi, le problème de Milwaukee, il est là, en fait. C'est le fait qu'on n'a pas les squads de périmètre autour. Lillard, pas du tout. Beasley, pas du tout. Et là, je parle même pas que du fait de se faire dépasser on-ball face au ballon. Parce que ça, c'est un problème, évidemment. Plus tu autorises des lignes de drive un peu faciles sur isolation ou sur pick and roll, oui, plus ça va être compliqué pour derrière rattraper le tout. Mais pour moi, et je l'ai répété cette leçon assez régulièrement dans les hebdos du lundi matin, pour moi, la différence entre Jrue Holiday et Lillard, ce n'est pas que la défense on-ball. Même si la défense on-ball, c'est très sexy, ça attire l'œil, on est tous capables de voir que, Jrue Holiday, il peut défendre sur tout le monde, alors que Lillard, non. Face au ballon. Ok. Mais c'est pas que ça, pour moi, le différentiel. La perte, elle est pas que là. Et c'est pas que le premier rideau du pick and roll non plus. C'est pas que traverser les écrans. Non. Jrue Holiday, il est
excellentissime aussi en défense off-ball. Les bons placements, les bonnes lectures. On le voit d'ailleurs, pourquoi est-ce que la défense de Boston, elle n'a jamais été aussi créative? C'est parce que Joe Mazzulla, il utilise Joe Holiday aussi dans plein de situations différentes. Dans les fameuses zones où lui, il est au milieu, la fameuse zone de West Virginia, où a joué Joe Mazzulla, où on a une zone et puis au milieu, on met Joe Holiday qui est un peu en safety, ou alors Joe Holiday utilise dans différents match-ups possibles, plus le volume off-ball de je sais où je vais, je fais les close-out, je sais que je dois faire le stunt ici, je sais que je dois faire la rotation ici, je viens à des rebonds, etc., etc. Donc pour moi, le différentiel Lillard de Joe Holiday, certes, c'est aussi face au ballon, mais c'est aussi et surtout off-ball. Donc, il y a ça. Plus, donc, comme dit Chris Middleton, qui bouge plus beaucoup, plus du tout. Plus Malik Beasley, qui est aussi pas très bon. Plus Beverley, qui est un bon défenseur on-ball, évidemment, mais pas du tout off-ball. En tout cas, qui est bien moins bon off-ball qu'il est on-ball. Donc voilà, en fait, pour moi, le problème de Milwaukee, il est là. Alors, il y en a d'autres. Hein. Le fait que on ait des schémas défensifs qui aient bougé, le fait qu'on essaye d'utiliser Brook Lopez plutôt en edge, très haut sur le pick and roll plutôt que bas comme d'habitude, ça n'a pas aidé. Voilà, il y a plein de petits trucs à droite à gauche, ok. Mais pour moi, si on exclut les pivots, regardez la qualité de l'escouade de périmètre. Ben Milwaukee, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et donc, c'est largement insuffisant et ça ne fait pas le boulot d'animation défensive de l'espace comme peuvent le faire les Pelicans, comme peuvent le faire Orlando, comme peuvent le faire OKC, Boston, Miami, Denver, etc., etc. Et évidemment pas. Parce que sur la défense off-ball, Lillard il est perdu, Middleton il bouge plus, etc. quoi. Donc le problème pour moi il est là. C'est que t'as pas les gens qui traversent les écrans, d'accord, t'as pas les gens qui contiennent les pénétrations, d'accord, mais il y a aussi tout un jeu de stunt, il y a aussi tout un jeu de côté faible. Ah ben tiens, je suis plutôt à 1 mètre de mon shooter plutôt qu'à 2 ou 3 pour faire la pré-rotation et empêcher la passe à l'intérieur. Je suis pas assez bon pour être dans la réactivité et jouer la gap defense, venir un peu boucher les espaces, etc., etc. Milwaukee, pour moi, ça pêche à cause de ça. Et en un sens, les Lakers, c'est un peu pareil. Alors qu'on a pour moi un des tout meilleurs défenseurs de NBA de très loin, Anthony Davis, que j'ai facilement dans mon top 3. Je pense qu'en plus, là, a enchaîné 2 saisons régulières où il était très bon. Hein. Mais quel est le problème des Lakers? Si on juge, cette fois, non pas le pivot, mais l'escouade de périmètre. Bon, Austin Reeves, ok. D'Angelo Russell, ok. Cam Thomas et Prince et Taurean Prince, qui sont pour moi 2 bons 3&D, enfin, 2 bons défenseurs on-ball, mais c'est quand même un peu moins bon off-ball, je trouve. LeBron, qui... Comment formuler ça pour pas me prendre des commentaires? Non, mais LeBron, cette année, il n'a pas été très bon. Je trouve qu'il n'a pas été très bon sur la totalité de la saison, sur la régularité de la saison, en termes de défense, et notamment la défense off-ball. Sans doute qu'en playoff, au moment où ce podcast sera publié, ils seront en finale de conférence. Et que oui, en playoff, il va augmenter le volume. Mais LeBron, très irrégulier dans la défense cette saison. Hachimura, pareil, plutôt bon on-ball, mais pas du tout le volume off-ball. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de secret. Pour moi, l'escouade de périmètre des Lakers, elle est pas bonne. Et c'est ce qui fait que, Davis, il peut pas tout faire, quoi. Et c'est pour ça qu'on a une défense qui est à peine dans la moyenne. 16e. 16e de NBA sur 30. Parce que, quand on met de côté le pivot, il a beau être transcendant, il a beau être magnifique, non, en fait. T'as pas assez de la gap defense, les stunts, les rotations, les X-out avec Reeves, D'Angelo Russell, LeBron James qui se repose un peu, Hachimura, et puis les Cam Reddish. J'ai dit Cam Thomas tout à l'heure ou pas? Non, j'espère pas. Cam Reddish, pardon. Cam Reddish et Taurean Prince. Ou d'autres, hein. Et voilà. Et puis je parle même pas des minutes où il y a Christian Wood, des minutes où il y a notre ami Jackson Hayes aussi, qui est pas génial. Et c'est peut-être là d'ailleurs que Gabe Vincent et Jared Vanderbilt, leurs blessures font beaucoup, beaucoup de mal. Et d'ailleurs, c'est peut-être là-dessus que vous êtes peut-être en train d'écouter ce podcast et que les Lakers sont en finale de conférence. C'est que peut-être que Vanderbilt et Gabe Vincent sont là et tiens, d'un coup, l'escouade de périmètre, elle est bien meilleure. Bref. Indiana, les Pacers, c'est un peu ça. Miles Turner, il est pas génialissime, Miles Turner, mais en fait, il est bon quand même, je trouve, plutôt bon, mais c'est juste qu'il n'arrive pas à rattraper toutes les manquements de ce qu'il y a autour. L'escouade de périmètre, défensivement, l'escouade des Pacers, elle est pas bonne, quoi. Il y a de très bons joueurs offensifs, mais défensivement, c'est pas top. Alors, on a peut-être Aaron Smith à sauver, mais bon, derrière, c'est pas la folie, quoi. Donc, je pense que oui, Miles Turner, ça n'a jamais été un 8 sur 10 ou un 9 sur 10. Ça n'a jamais été. Voilà, on est d'accord. Mais il faut pas non plus tout remettre sur lui. Parce que dans le jeu actuel,
tout ne repose pas à ce point autant sur le pivot, comme ça pouvait être un peu plus le cas avant. Donc voilà, les Pacers aussi, bonne illustration de ça. Les Spurs, évidemment, les Spurs, ils ont un des meilleurs talents défensifs, qui est déjà un des meilleurs défenseurs de NBA, et pourtant, ils sont pas bons, parce que l'escouade de tour, c'est pas bon, évidemment. Et puis, il y a aussi des exemples comme Atlanta et Sacramento. Bon, Atlanta, le problème, c'est qu'ils ont aucun des deux. Ils ont ni le bon pivot défensif. Capella, ça devient de plus en plus compliqué, mais ils ont, en fait, Atlanta, c'est une des pires équipes. Je crois que c'est Bowser to Bowser, @Bowser to Bowser sur Twitter, qui est un excellentissime analyste tactique qui en parle souvent, qui dit Atlanta, c'est une des pires équipes en termes de défense, des cuts notamment. Et en fait, c'est ça, directement. Les cuts, c'est à quel point tu as une escouade de périmètre qui est capable de jouer dans l'espace. Et voilà, Atlanta, non. Trae Young, Dejounte Murray, c'est bien face au ballon, mais off-ball, non. Bogdanovic, DeAndre Hunter, bon face au ballon, mais beaucoup moins de volume off-ball, je trouve. Sadiq Bey aussi un peu pareil, etc., etc. Et donc Atlanta, c'est une des pires équipes pour défendre les cuts, pour défendre le off-ball. Donc voilà, Atlanta, l'animation défensive de l'espace, elle est pas bonne. C'est QFD. Et Sacramento aussi, j'aime beaucoup. Sacramento, j'aime beaucoup l'exemple parce que on est exactement sur les mêmes schémas que Denver. J'en ai déjà parlé. Mais on est sur le même schéma on a un pivot qui est pas top, donc que fait-on? Un peu comme les Pelicans. On demande à Sabonis de monter haut sur le pick and roll, comme ça on crée un 2 contre 1 sur le ballon, et donc on force l'adversaire à lâcher la balle. C'est la bonne action, quand tu as 2 sur le ballon, 2 sur toi en tant que porteur de balle, tu lâches la balle, et en gros, tu éloignes l'attention de ton pivot qui est pas un bon défenseur, et c'est aux autres à faire le reste. Bon, je vais le dire simplement. Denver, 5e meilleure défense de demi-terrain de NBA. Les Kings, 5e pire, quasiment, ils sont 24e. Il n'y a pas un tel écart individuel entre la défense de Sabonis et celle de Jokic. Oui, Jokic est meilleur défensivement individuellement, ok. Mais pour moi, cet écart de défense de demi-terrain, il illustre plutôt la différence d'escouade, de périmètre derrière. C'est-à-dire, là où à Denver, on fait le edge avec Jokic et on force le ballon à aller ailleurs, on a l'escouade derrière pour absorber le choc, absorber le décalage et pour le gérer. On a des Aaron Gordon, on a des Porter Junior, on a des KCP, magnifiques KCP, Peyton Watson qui a émergé cette saison, Christian Brown, avant on avait Bruce Brown d'ailleurs l'an dernier, Reggie Jackson qui est plutôt pas mal, etc. Or, que se passe-t-il à Sacramento? C'est qu'on fait le edge, on mise sur le fait que le ballon va aller ailleurs que sur Sabonis, ok, mais derrière l'escouade défensive, elle n'est pas du tout au niveau. Harrison Barnes, off-ball, c'est pas du tout un bon volume off-ball. Werther, non. Malik Monk, non. Keegan Murray, c'est plutôt neutre aussi off-ball, plutôt qu'un vrai bon playmaker. Voilà. Pour moi, le Sacramento versus Denver, ça illustre parfaitement ça. L'importance de ton escouade défensive de périmètre. J'avais pas ce nom en tête en début de podcast, mais je viens de le trouver. Ça colle pas mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le côté escouade de périmètre, à mon avis, c'est ça. D'ailleurs, autre exemple un peu parlant aussi, les Knicks et les Lakers ont à peu près le même defensive rating sur demi-terrain. Alors qu'il y a une équipe qui a Anthony Davis et l'autre qui a Hartenstein qui est bon, mais voilà, même moi qui l'adore, je ne le mettrai pas au niveau d'Anthony Davis, on sera tous d'accord, mais quelle est la différence? On l'a dit, la squad de périmètre des Lakers, c'est Reeves, Russell, LeBron pas trop impliqué, Hachimura, Cam Reddish et Taurean Prince, ou Christian Wood, etc. De l'autre côté, les Knicks, c'est Josh Hart, c'est DiVincenzo, c'est Precious Achiuwa, c'est OG Anunoby, et ainsi de suite. Il n'y a pas de secret. Bref, je pense qu'on a fait assez long, et j'espère que j'aurais été assez clair, en tout cas, sur mon propos. Je peux essayer de le reformuler en fin de podcast, mais je trouve qu'on est encore dans cette évolution du jeu dont on parle depuis pas mal d'années, et notamment, on voit l'évolution défensive où le rôle et l'importance singulière d'un pivot peut-être tend à se réduire à l'inverse de l'importance de ton supporting cast de périmètre défensif, de ta profondeur d'ailier, ailier plus meneur évidemment, qui elle, l'importance de ces joueurs-là tend à augmenter beaucoup. Je ne suis pas au point de dire que l'un commence à dépasser l'autre ou pas, mais je pense qu'on a un peu plus le curseur qui se déplace de ce côté-là, et pour des raisons tactiques évidentes, qui sont que nous avons de plus en plus d'espace, nous avons de plus en plus de mouvements en NBA, et donc on ne peut plus compter sur un playmaker pour avoir un impact énormissime au panier
est dans la raquette à lui tout seul. Non. Aujourd'hui, les attaques doivent animer leur possession et animer cet espace et ce mouvement. Et donc, c'est le rôle de connecteur offensif, fluidificateur offensif. Et à l'inverse, de manière symétrique, les défenses doivent animer cet espace aussi. Elles doivent justement faire le contre-move de ce qui se passe dans l'attaque. Elles doivent être compétentes en défense de l'espace. Pour moi, c'est aussi simple que ça, et c'est comme ça que certaines équipes qui pourtant n'ont pas un pivot excellentissime ont pourtant des défenses d'élite. C'est parce qu'elles ont cette profondeur de périmètre défensif, etc., etc. Et donc, autre conséquence également, tu peux avoir une défense d'élite avec, entre guillemets, seulement une belle profondeur défensive et pas un pivot transcendant. Et de l'autre côté, les standards pour être un individu transcendant à lui seul défensivement sont de plus en plus élevés. Voilà un peu, je caricature évidemment assez grossièrement et peut-être un peu trop, mais c'est juste pour faire comprendre l'idée. On est beaucoup plus dans la nuance que ça, bien entendu. On est plus sur des questions de proportion plus que de tout blanc, tout noir. Comme dit déjà à l'époque, il y avait des défenses qui étaient très bonnes sans pivot dominant. C'est simplement que le phénomène est probablement en train de s'accélérer pour moi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour ce podcast. Et puis évidemment, je le souligne et je le ressouligne et je le rappelle, aujourd'hui le but n'est pas de dire qu'il n'y a pas besoin du tout de pivot, que le rôle du pivot n'est pas primordial. Au contraire, c'était plutôt pour réaffirmer l'importance grandissante de ce fameux supporting cast, de cette escouade de périmètre qui ne va pas dépasser non plus l'importance du pivot, mais on est quand même pas loin. En tout cas, on se rapproche de ceci. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le parcours des Mavs qui, pourtant sans un pivot défensif transcendant, mais avec donc des schémas défensifs très agressifs, qui avec plein d'ailiers toujours aux bons endroits au bon moment, qui viennent boucher la raquette, qui viennent faire des aides, etc. Finalement, ça marche, quoi. Donc voilà, c'est pas pour dire on va pas enterrer les pivots aujourd'hui, on n'a pas enterré les pivots, c'est juste aussi pour souligner un peu tout l'aspect autre qui est que on a aussi besoin que l'équipe en soi sache défendre dans ce nouveau espace NBA. Et donc voilà pour ceci, et nous pour la prochaine fois, je ne sais pas, comme dit, restez branchés aussi sur la chaîne YouTube pour éventuellement des décryptages vidéo, bien entendu, et sinon soit on parlera des fins de série, soit bientôt les finales NBA, si ça se conclut bientôt, on parlera prochainement des finales NBA, ou alors il y aura un renversement de situation et Minnesota sera à 3 partout, ou à 3-2, ou à 4-2, et on fera un bilan de demi-série avec Dallas-Minnesota. Bref, on verra, mais on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour tout votre soutien, notamment YouTube. En ce moment, ça marche très bien, donc merci beaucoup. C'est très cool, j'espère que vous appréciez, mais voilà, merci beaucoup pour tout votre soutien et vos commentaires iTunes, etc. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.